on est là pour échanger parce on va pas vous décrire un savoir, on va vous décrire ce qu'on expérimente. Alors il y a forcément des choses bien, des choses un peu moins bien. On ne sait pas véritablement où on va. Alors on a, il y a 2-3 ans, on a fait beaucoup de benchmarks et on s'est aperçu, comme vous aujourd'hui, mais il y a 3 ans, que probablement la 3D, l'idée des Fab Labs était quelque chose qui allait émerger. Donc on a décidé avec Renault, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi, de se dire ça serait peut-être intéressant que cette initiative qu'on voit un peu dans le monde, qu'on voit dans des grosses métropoles, on puisse aussi peut-être l'initier sur notre territoire, à Vannes. Et puis il y a une rencontre déterminante, c'est qu'on a rencontré les makers, Space 56, qui est un mouvement maker, et qui eux avaient une problématique, c'était qu'ils avaient l'idée de développer le mouvement maker, l'Arduino, mais ils n'avaient pas de lieu. Alors on s'est associés, et en fait on a ouvert comment dire, un Fab Lab, donc qui est un lieu. Alors il est logé dans la pépinière entreprise de Vannes. Dans cette pépinière, Renaud va présenter un petit peu ce que c'est le lieu, et donc on a comme ça lancé, je dirais, l'initiative du Fab Lab. Avec derrière, comme on est une technopole et qu'on accompagne l'innovation, l'idée de se dire que ça serait bien qu'on transforme un petit peu cette idée citoyenne en faisant quelque part un outil qui puisse accompagner des créateurs d'entreprises. Donc ce que je vous propose, c'est que Renaud vous présente comment fonctionne le Fab Lab, qu'est-ce qui s'y fait à l'intérieur, et puis moi après j'interviendrai sur justement comment on essaie de structurer une démarche entreprise sur le territoire autour de cette initiative Fab Lab. Renaud. Donc le Fab Lab, c'est ce qu'on voit, hein, ce qui est déjà proposé un peu dans l'espace à l'entrée. Pour nous, c'est d'abord un lieu. Donc on a repris le concept américain du MIT sur un lieu à disposition d'un public. Et cette notion américaine qui était très liée aux universités, qui a progressivement un peu évolué, quand elle arrive en France, elle s'est un petit peu mélangée, enfin c'était notre impression en tout cas, des mouvements citoyens, de l'implication du citoyen dans le processus de création. Donc nous, on a axé notre réflexion sur l'idée de lieu. Il fallait que ce soit un lieu ouvert, un lieu disponible et un lieu presque gratuit. Donc comme l'a dit Michel, on l'a installé dans une pépinière d'entreprise. Parce que c'était pour nous un moyen de le mettre au cœur d'un parc d'activités innovant à Vannes et d'obliger un peu le public à venir dans ce lieu qui est un lieu où éclore des entreprises nouvelles et donc de profiter un petit peu de cette ambiance autour de l'université aussi qui est très proche du Fab Lab. Donc dans cet espace, dans ce lieu, il y a évidemment du matériel à disposition. Donc, comme dans tous les Fab Labs, l'idée, c'est quand même de pouvoir mettre à disposition des outils qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, il y a 3 imprimantes 3D, une découpeuse laser, 2 fraiseuses numériques. Et on a aussi des ateliers, enfin des plans de travail pour faire de l'électronique. Donc, la rencontre avec Makerspace, ça a amené une réflexion sur des axes que nous, on n'avait pas forcément en tête. On prenait les choses comme elles venaient. C'est ce qui nous a dirigés pendant 2 ans. On est resté très ouvert à tout ce qui était autour et toutes les influences qu'on pouvait avoir de l'extérieur. Donc on a fait du benchmark, mais on n'est pas non plus allé forcément copier ce qui se faisait ailleurs. Donc pas par prétention, hein, c'est pas parce qu'on croyait qu'on savait mieux faire que les autres, mais parce que pour nous, c'était plus facile, c'était plus intéressant d'écouter les communautés qui s'intéressaient au sujet et qui voulaient investir le lieu que de commencer à tisser un schéma qui n'allait pas forcément correspondre aux besoins des communautés. Donc, au-delà de cet aspect matériel, donc il y a donc du matériel à disposition. On a souhaité que le lieu soit aussi un lieu de créativité. Donc, on a dédié tout de suite un espace à la créativité, avec ce qu'on appelait, on faisait des stages de créativité. Donc c'est toujours le cas. Et cet espace-là, il est volontairement dédié à la créativité, même s'il est utilisé pour plein d'autres choses aujourd'hui. Mais c'était volontariste de placer la créativité et les méthodes de créativité au cœur du processus d'un Fab Lab.
Donc l'idée, c'était que tous les publics puissent accéder aux mêmes choses, c'est-à-dire au matériel, mais aussi à ces techniques de créativité. Et pour ça, on s'est appuyé sur des communautés. Donc déjà un public qui s'intéressait au sujet et comme ça un peu toucher le grand public. Donc les communautés, là on a l'affiche, alors elle n'est pas du tout lisible, mais je vais vous la lire pour vous. Donc on a pris la symbolique de l'arbre parce que c'est un peu la création et la chose qui grandit, l'esprit qui grandit. Donc on a évidemment la communauté des makers, donc tout le mouvement Do It Yourself qui grandit en France à travers des associations. À Vannes, l'association s'appelle Makerspace 56. C'est une association qui à la base est construite autour d'un noyau dur de développeurs en informatique et principalement en robotique. Donc la connotation première, elle a été sur l'électronique, sur l'open hardware et sur la création de robots et de petites choses comme ça. Donc cette communauté maker, elle permet d'ouvrir à tous les publics adultes le lieu, à leur donner la possibilité de créer et de se familiariser avec toutes les technologies qu'il y a à disposition. C'est dans ce lieu qu'on touche à toutes les communautés virtuelles à travers le monde. Donc, pour les gens qui veulent se familiariser avec ça, c'est une très bonne porte d'entrée. Un Fab Lab, c'est aussi beaucoup un lieu de prototypage, donc d'essayer de prototyper des idées qu'on a en tête. Et pour les makers, c'est vraiment le lieu idéal. Donc, le grand public adulte peut venir à travers l'association Makerspace prototyper. Le deuxième public qu'on a souhaité intégrer dans le lieu, qui n'est pas forcément dans l'idée d'origine américaine, c'est le public jeune, donc public enfant et adolescent. Pour ça, on avait listé un partenaire qui nous semblait essentiel, qui est les Petits Débrouillards, qui est une association, si vous ne la connaissez pas, qui est une association nationale, qui a des antennes un peu partout et qui permettent aux enfants de découvrir la science, de façon générale. Et eux cherchaient un lieu comme ça, dédié aux nouvelles technologies, à la programmation et à l'électronique. Donc ça a très bien fonctionné. Et on a aujourd'hui des enfants qui viennent toutes les semaines travailler sur des projets personnels ou collectifs au sein du Fab Lab. Donc on a aussi des stages pendant les vacances où il y a des focus sur des technos particulières. Donc ça peut être la modélisation, l'impression 3D, l'écologie, enfin les technologies liées à l'écologie, enfin ce genre de choses. Donc ça, c'est notre deuxième public qui nous semblait essentiel d'avoir. Donc on avait les adultes, parce que c'est l'essence d'un Fab Lab, les adolescents et les enfants. Et puis, nous, dans une de nos missions, on a comme mission de rapprocher les étudiants de l'université, des étudiants des entreprises. Donc, il nous semblait important que le Fab Lab, soit un lieu pour favoriser ce lien-là. Donc, on a demandé aux entreprises de s'investir dans ce Fab Lab. Donc, on a eu un certain nombre de partenaires d'entreprises qui se sont investis dès le début, des entreprises qu'on connaissait déjà, mais qui voyaient déjà dans le Fab Lab un endroit intéressant pour eux, leur développement en interne, mais aussi pour justement s'ouvrir aux communautés. Et donc, avec les différentes écoles et différentes universités de la région de Vannes, on a créé des liens, donc créé des passerelles, et on a continué à promouvoir notre concours d'idées qui est la Foire aux neurones, et qui concerne les étudiants. Et les étudiants peuvent venir prototyper au sein du Fab Lab les idées qu'ils ont en tête. Donc la partie étudiante, c'est une partie qui continue à se développer. Toutes ces parties d'ailleurs continuent à se développer, puisque le projet, même s'il a 2 ans et demi, est un projet toujours vivant et qui se nourrit de toutes les idées qui viennent de tous les horizons. La dernière partie, c'est la partie qui nous concerne, nous, particulièrement en tant que Ténopole. Hein, oui, pardon. Vous entendez bien ou oui, oui. C'est la partie liée aux entreprises. Parce que nous, alors après, on n'est pas du tout donneur de leçons, hein, c'est notre choix en tant
Technopole de lier le Fab Lab, de créer un lien avec les entreprises. Mais notre but, c'était aussi de se servir du Fab Lab pour accompagner des projets, et particulièrement des projets qui sont on va les prendre très en amont. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'accompagner des idées, des gens qui ont des idées. Puisque on avait créé le contexte favorable à l'émergence d'idées, séances de créativité, lieux disponibles, communauté. On savait qu'il y allait avoir des gens qui allaient venir avec des idées en disant, ben voilà, moi maintenant j'ai une idée et j'aimerais bien savoir comment le Fab Lab peut m'aider à porter cette idée-là. Donc moi maintenant c'est mon rôle depuis le début de l'année, d'accompagner ces porteurs d'idées. L'accompagnement, je reprendrai Tim Hurson qui, si vous avez assisté à la conférence de ce matin, déclinait un petit peu la façon dont il faut traiter une idée. En fait, sans connaître la pensée de Tim Hurson, on appliquait ça, c'est-à-dire que le premier principe d'accompagnement d'une idée, c'est d'abord de féliciter. Alors, Tim Hurson disait féliciter, c'est-à-dire que de porter l'idée en disant voilà, il n'y a pas de jugement de valeur sur l'idée. Déjà, avoir une idée, c'est déjà une bonne chose. Donc, sans jugement de valeur aucun sur le côté réaliste de l'idée, pouvoir lui donner sa chance. Donc, écouter l'idée, écouter en profondeur, l'analyser. La deuxième phase, c'est forcément d'arriver à la critiquer. Donc là, dans un Fab Lab, on a des communautés et on peut créer des groupes qui vont travailler sur l'idée, brainstormer sur l'idée, la malaxer, la tirer un peu dans tous les sens. Et puis, ça mène souvent, la critique, ça mène souvent des améliorations dans l'idée. Et donc, ces améliorations, mais ça abonde dans l'idée ou ça casse un petit peu l'idée, ça dépend de comment ça fonctionne. Et ensuite, on évalue la pertinence de l'idée et son potentiel passage à un stade supérieur d'accompagnement vers une création d'entreprise ou une création de produits ou de services. Donc tout ce processus-là, il se fait en parallèle de ce qu'on fait classiquement, c'est-à-dire d'informer autour de tout ce qui est propriété intellectuelle, de commencer à familiariser le porteur d'idées avec un processus auquel il va devoir se confronter dans les mois qui suivent s'il veut vraiment porter son idée. Donc cet ensemble de quatre univers qu'on a déclinés, ça nous conforte dans l'idée que plus il y a une variété de publics au sein d'un lieu comme ça de créativité et de pratiques innovantes, plus il y a une émergence d'idées possibles et une interaction entre les différents univers. Parce que l'idée principale des mouvements makers et do it yourself, c'est quand même le partage d'idées, le partage de compétences pour qu'il y ait des choses qui émergent et casser les codes classiques de on se réunit, on garde nos idées pour nous, on est dans un cocon très paranoïaque. Là, il y a une ouverture qui est nécessaire, mais qui fait émerger à une grande vitesse des idées innovantes, ou en tout cas des projets qui ont le mérite d'exister et qui ont le mérite d'aller loin dans la mise en place de cette idée. Voilà, donc ça c'est pour les quatre univers. Ce que j'ajouterais, c'est que le Fab Lab, lui, il continue, comme je disais, continue à évoluer. Et là, la communauté d'agglomération de Vannes continue à nous favoriser dans cette optique-là, puisqu'ils mettent à disposition maintenant un lieu totalement dédié au Fab Lab. Et cette perspective-là fera qu'on continuera à développer des nouveaux produits, des nouveaux principes de fonctionnement, parce que l'idée aussi centrale, c'est à ça que je voulais en venir, c'est que le Fab Lab, il n'est pas dirigé par la Technopole. C'est-à-dire qu'on a voulu qu'il y ait un comité de pilotage qui dirige le Fab Lab, qui donne les grandes orientations, et ce comité de pilotage, il est constitué à égale valeur par les différentes associations qui l'animent. Donc pour que nous, avec peut-être notre vision biaisée des choses,
on n'influence pas trop ce que devrait être ce lieu. Et que le lieu continue à vivre et à devenir ce que les différents membres et les différentes communautés veulent qu'il devienne. Voilà. Merci Renaud. Alors, vous voyez un petit peu d'où on est parti, puisque c'est un petit peu l'histoire qu'a raconté Renaud. On est parti d'une intuition, alors qui aujourd'hui paraît évidente, mais il y a 3 ans, dire bah, tiens, on va essayer de monter un Fab Lab. D'ailleurs, moi-même, j'y connaissais pas grand-chose. Donc, on est parti de cette intuition, de se dire bah, ça émerge. Donc, il y en a un petit peu dans les grandes villes. Il y a des mouvements makers qui nous disent tiens, j'ai pas de lieu, moi je veux bricoler, de l'Arduino, je veux faire un peu d'électronique, je veux faire un peu de robotique, etc. Donc on s'est dit, il faut répondre à ces publics. Et donc il faut répondre à la tendance qu'on voit émerger. Et donc c'est là qu'on dit, on crée le lieu. Dans ce lieu, pour le faire vivre, on trouve des partenaires plutôt privés d'ailleurs, plus que publics. C'est-à-dire qu'à la base, c'est plutôt les entreprises qui nous ont donné des 1500 € par-ci par-là. On s'est équipé, donc découpeuse laser, scanner 3D, imprimante 3D. On a ce que racontait Renaud, effectivement, on a réussi à mobiliser des communautés qui étaient demandeuses. Alors, ce qui est intéressant, c'est sur les enfants, Club des petits débrouillards, c'est 10-14 ans. Et c'est vrai que moi, j'y passe souvent le mardi soir, de voir des gamins 10-14 ans qui sont en train de coder, de faire de la 3D, etc. Je pense qu'on est en train de modifier ce qu'ils feront sans doute comme métier demain. C'est-à-dire qu'il y a un impact. Plus on démarre tôt, on voit bien, ils ont fait leur coque de smartphone, enfin, ils sont en train de bricoler. Donc, il y a quelque part un apport peut-être d'une nouvelle génération qui fera un autre métier que ce qu'il avait imaginé. Hein, c'est comme le gamin qui va aller faire soit du tennis, soit du foot. Il y en a, ils vont dans l'atelier Fab Lab. Le côté maker nous amène quoi? Nous amène un esprit différent de ce qu'on a, parce qu'il faut être honnête, on est une structure d'accompagnement financée par des fonds publics, et donc on a des méthodologies d'accompagnement. Il faut être honnête, ils viennent un peu nous bousculer. Ils veulent rentrer quand ils veulent faire un peu ce qu'ils veulent, ils ont des projets. Et nous, du coup, on est entraîné dans ce mode de fonctionnement qui est de dire, voilà, on a notre cadre un peu habituel, même si on est autour de la créativité. Ils ont aussi des besoins exprimés et on doit y répondre. Et donc, on est entraîné quelque part dans ce mouvement. Donc ça, c'est intéressant. Les étudiants, c'est de se dire, effectivement, les étudiants, ils ont des idées. On fait déjà des concours d'idées, c'est comment on peut les prototyper. Donc, comment on peut aller plus loin que l'idée. Et sur le concours, simplement, d'idées qu'on a, qui s'appelle la Foire aux neurones à Vannes, chaque année, on sort 2-3 projets qui sont accompagnés. C'est-à-dire qu'en fait, la Technopole, c'est une structure d'accompagnement professionnel. On accompagne 3 ans avec une vraie méthodo et avec des experts. Et donc, si une idée mûrit, elle peut monter à la Technopole. En fait, ce qu'on propose, c'est une sorte de SAS en amont, qui est une sorte de labo où on peut réfléchir, on peut avoir des idées, on peut la prototyper. Puis si elle grandit, si elle trouve son marché, si effectivement il y a un début de projet possible, il peut être accompagné au même titre qu'une entreprise viendrait nous voir pour dire « je veux être accompagné à l'innovation ». C'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence. Il faut simplement que l'idée soit mature. Donc ça, c'est intéressant. Renaud a parlé du test de prototypage. Proposer aux entreprises de faire du test, on n'est pas des professionnels. Il y a des sociétés qui font du prototypage. Par contre, de proposer à une société, on en a, de regarder l'épaisseur, la taille, etc. pour réfléchir et se dire avant d'aller faire un prototypage, je vais utiliser ce Fab Lab pour effectivement expérimenter. Oui. Il y a un micro, je crois. Tiens, un micro. Allez-y, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, oui, ça fonctionne. Ma question, vous parlez beaucoup de prototypage tous les deux depuis tout à l'heure et de fabrication numérique. Je crois que c'est l'un des défauts qu'on a en France, c'est de résumer le Fab Lab à ça. Je pense que ça va bien plus loin, notamment dans l'apport que donnent les Fab Labs aux entreprises. Et c'est là que je vais vous demander plutôt votre retour d'expérience depuis 2 ans maintenant, c'est ça. Finalement, la grande différence entre un Fab Lab et ce que fait une entreprise, je vais essayer de faire simple et clair et court, c'est la contraction du temps. Il rapproche le temps entre l'idée et le produit final. L'entreprise a fait recherche et développement, production, vente, consommateur. Le Fab Lab, au sein du Fab Lab, finalement, le consommateur est à la fois producteur, usager, testeur, développeur. C'est une mine d'or pour les entreprises. Ça coûte extrêmement cher de développer un produit, un service, de le tester, de faire sa campagne marketing, de le suivre. Le Fab Lab apporte ça. Est-ce qu'aujourd'hui, et je pense que là c'est un problème de vocabulaire, ce fonctionnement-là de contraction de l'espace-temps d'un service ou d'un produit grâce au Fab Lab, les entreprises en ont vraiment conscience? Et est-ce qu'elles jouent le jeu justement pour laisser les mains libres au Fab Lab et non pas les utiliser comme un service R&D low cost ou low tech?
Alors, il n'y a pas du tout cet esprit de service R&D low cost. C'est-à-dire que véritablement, je crois vraiment que c'est pas ça. Alors après, ce qui se passe, c'est que la 3D, même si là, on voit dans les médias émerger la 3D à tout bout de champ avec des choses. Hier soir, il y avait encore un reportage, je crois, sur France 2 sur la maison construite à partir d'une imprimante 3D. Donc là, il y a l'imaginaire. Et puis des choses qui se mettent en place qui fait que il y a effectivement médiatiquement la 3D est un vrai sujet. Par contre, au niveau des entreprises, elles n'ont pas encore intégré pour moi la 3D. C'est-à-dire qu'en fait, nous on voit bien. Alors qu'est-ce qu'on fait au niveau des entreprises? Déjà, on fait de la pédagogie. C'est-à-dire qu'en fait, on va dans les boîtes et en fait, on fait de la démo 3D tout con. Donc on en a fait plein. On a même fait des fois des expérimentations en disant on peut vous imprimer un pas de vis et une vis dans 2 heures dans tel endroit. Donc on s'amuse un peu comme ça de temps en temps. Et donc l'entreprise, elle découvre la 3D. Aujourd'hui, véritablement, alors il y a les entreprises qui utilisent la 3D, qui sont dans les matériaux composites, etc. Mais pour une partie des entreprises qui ne sont pas de ce secteur d'activité-là, elles découvrent la 3D, elles découvrent que ça existe et elles découvrent que ça va chambouler leur manière de penser, leur manière de faire. Donc en fait, nous, on utilise cette démarche Fab Lab pour dire ça existe, il y a des expérimentations possibles dans le Fab Lab, il y a des démos de 3D qu'on peut vous faire, donc ça c'est intéressant. Et l'autre volet qui est intéressant, c'est de faire prendre conscience aussi à des activités, à des secteurs d'activité, qu'en fait, ça va changer leur mode de fonctionnement. Je vais prendre un secteur d'activité qui est l'obsolescence. On est en train d'échanger avec une entreprise qui est partenaire du Fab Lab, qui fait de la maintenance électronique. Donc, elle répare les machines à commande numérique. Donc, elle fait l'électronique, mais le bouton poussoir de la machine qui a 15 ans, le petit clavier, etc., il peut être probablement, je dirais, développé à travers déjà l'idée d'un Fab Lab pour voir si c'est possible, et puis peut-être après être prototypé. Alors nous, ce qu'on fait réellement pour les entreprises, c'est pédagogie, présentation, démonstration. À chaque fois qu'on en fait une, on fait un petit peu le buzz. Il suffit d'aller à la fin d'un comité de direction, d'amener l'imprimante 3D, et puis de faire 2-3 pièces, puis les gens, c'est incroyable, j'ai vu ça à la télé ou j'ai vu ça dans un magazine, et puis je le vois en vrai. Donc ça, c'est l'apport qu'on peut avoir. Deuxième apport, c'est vrai, je n'ai pas le nombre en tête, mais on a prototypé pour beaucoup de startups l'idée, le premier projet, la taille, la dimension. Par contre, on ne va pas plus loin parce qu'on n'est pas des pros. Ils se posent des questions d'ailleurs de normalisation et de caractérisation matière. Alors, par contre, maintenant, c'est ce qu'on veut faire. Puisque nous, notre métier, c'est quand même d'accompagner les entreprises. Donc, on a effectivement, on participe à l'expérimentation, on participe au modèle communautaire. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de cette initiative citoyenne pour aller véritablement dans le monde de l'entreprise. Alors, on a plusieurs idées qui sont encore expérimentales. C'est premièrement, on est en train de monter un club 3D Bretagne. Donc en fait, on a fait là, une première réunion qui avait lieu le 15 juin. On réunit tous ceux qui sont de bonne volonté autour de la 3D et qui ont envie de la faire émerger pour discuter, échanger et dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble, qui fait quoi, etc. Donc ça, c'est la première réunion qu'on a fait. De cette réunion est sorti un besoin de dire, en fait, on a un vrai problème, c'est qu'on ne sait pas qui est équipé de quoi, on ne sait pas qui va s'équiper de quoi, on ne sait pas qui fait quoi. Et donc, on est en train de mener, à l'instant présent, une cartographie, pour l'instant sur le Morbihan. Donc, on le fait avec l'État. C'est de voir, effectivement, c'est quoi les prestataires de services, qui va investir dans quelle machine. Là, on a quelqu'un qui vient d'investir, effectivement, dans une imprimante 3D pour l'orthopédie. Qui va investir dans quoi? Alors, pourquoi? C'est parce qu'en Morbihan, on a aussi un terreau favorable. On maîtrise les logiciels. On est un territoire d'édition de logiciels. On maîtrise la 3D. On maîtrise les matériaux composites. On a un très beau laboratoire universitaire qui est le LIMAT-B qui maîtrise aussi la caractérisation matière. Donc on a des ingrédients qui nous permettent sans doute d'aller plus loin, plus vite. Donc en fait, ça, je dirais que c'est la transformation possible, on est toujours dans la phase expérimentale, entre l'initiative citoyenne qu'on anime, qu'on pousse, et le prototypage test qu'on fait pour les entreprises. Maintenant, un niveau supplémentaire qui est de dire est-ce qu'on peut créer une vraie dynamique en Bretagne autour d'un club 3D qui se voit de temps en temps, qui discute, qui échange de ces problématiques, de la normalisation, etc. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de créer une communauté physique. Elle existe un peu virtuellement. Et puis, on a eu envie d'aller plus loin. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, mais en tous les cas, on a envie de le tester. À partir de la cartographie qu'on va faire, on va essayer... Vous vouliez poser une question ? Je dis, sur Rennes, en fait, ça existe déjà. Il y a avec le Lab Fab Rennais,
ont la possibilité de faire des imprimantes 3D à base de l'imprimante 3D en partant de la repépart. Et ça, c'est déjà des choses qui sont mises en place où ils se regroupent, chacun construit son imprimante 3D avec des listes de diffusion et communique sur les problèmes rencontrés, quoi. Il y a ça, et puis à Brest, pas très loin du Morbihan, il y a la fabrique du Ponant qui a été construite, et maintenant ils ont 3 découpeuses laser, il y a un nouveau truc qui va arriver, des découpeuses vinyle, il y a des imprimantes 3D, et la fabrique du Ponant, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont regroupé Hackerspace, la Fab et compagnie sur place, quoi. Donc, ce que j'expliquais, c'est en fait, effectivement, c'est pour ça qu'on a lancé d'ailleurs l'initiative Fab Lab, c'est qu'elle existe dans d'autres lieux, et un peu de la même façon. Là, on expose ce qu'on fait. Par contre, ce qu'on veut faire, nous, c'est effectivement aller plus loin et aller vers l'industrialisation. Et effectivement, alors ce qu'on a imaginé, c'est en fait, première chose, à partir de la cartographie de l'offre, c'est déterminer qui peut être prestataire de service. Par exemple, le LIMAT-B, le laboratoire de Lorient, peut être prestataire de service pour caractériser la matière. Vous avez par exemple l'entreprise X qui est en capacité de faire des moules en résine. Vous avez l'entreprise Y qui est en capacité d'apporter notre solution. Et donc ce qu'on veut faire, c'est effectivement construire l'offre professionnelle, la faire en fait quelque part passer une sorte de normalisation avec des ingénieurs qualité. Donc on a des ingénieurs qualité de Michelin, de Socomor, etc., des grosses entreprises qui sont prêts à travailler pour nous. Et après faire la promotion de l'offre professionnelle. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, on a aussi des clients. On a des clients qui nous sollicitent pour dire, moi, j'ai un besoin, X, et j'ai besoin en fait, de trouver le bon prestataire. Et ce prestataire, j'aimerais bien, si possible, le trouver en Bretagne. Donc en fait, ce qu'on veut essayer de faire, c'est effectivement essayer de cartographier qui fait quoi, essayer d'arriver à avoir quelque part une offre de qualité, donc un petit peu avoir un cahier des charges qui permet de dire, c'est une offre de qualité. Les gros soucis de la 3D, c'est la normalisation. On croise beaucoup de porteurs qui disent je fais ça dans mon garage. Après, est-ce que c'est industrialisable? Est-ce que ça répond à un besoin d'une entreprise? C'est un autre sujet. Parce qu'on est quand même dans l'expérimentation. Bon, voilà, aujourd'hui, on a fait, nous, des expériences pour une œuvre d'art. Donc, il y avait des petits portiques sur une œuvre d'art japonaise. Le problème, c'est caractérisation matière. Le test qu'on a fait, on nous a dit est-ce que ça va vivre pendant 100 ans? Aujourd'hui, on ne le savait pas. Donc c'est tout ça qu'il faut essayer de normer pour du coup pouvoir avoir une offre crédible, alors en Bretagne, et pouvoir en faire la promotion. Si demain on va à un salon, si on va à la Maker Faire de Paris et qu'on fait un salon, par exemple, des entreprises qui offrent une prestation, là je ne parle plus des makers, mais un maker peut proposer une prestation parce qu'il a passé une sorte de cahier des charges, c'est de pouvoir promouvoir la prestation de service à partir d'activités validées et après d'aller chercher des clients. Nous, on a un peu les deux. On a à la fois des boîtes qui disent je sais faire, donc on pourra en faire la promotion, et on a des entreprises qui commencent à dire moi, mon prototypage que je faisais en carton, je suis dans l'emballage, je vais plutôt le faire en 3D, ça m'intéresse, je vais aller plus vite, etc. On a une grosse société qui fait des parfums qui dit le bouchon de parfum, moi j'aimerais bien faire des petites séries. Par exemple, pour la fête des mères, je vais faire des petites séries. Donc c'est comment on peut passer d'un modèle citoyen donc avec le Fab Lab, etc. Et ça existe dans d'autres lieux. On a copié ce qui se faisait ailleurs. On a notre propre expérience qui est plutôt liée à des hommes. Après, je dirais que c'est des communautés qui se parlent et qui s'entendent. C'est comment on peut passer à un modèle professionnel. C'est parfait, vous anticipez ma question. Les premiers Fab Labs ont presque une dizaine d'années, même plus pour les tout premiers. La question qui revient depuis 3 à 4 ans maintenant à la Maker Faire ou au Lab 10 qui a eu lieu à Barcelone dernièrement, c'est le modèle économique du Fab Lab. Je pense que beaucoup de monde essaye de trouver avec des volontés différentes depuis des années. Vous, pour l'instant, vous êtes à l'étude et au développement de l'écosystème. Est-ce que déjà vous réfléchissez ou vous avez une volonté de développer un business model viable pour les Fab Labs? Alors, c'est une vraie question qu'on se pose. Alors, c'est vrai qu'on a construit le Fab Lab en fait, autour d'opportunités de patrons. On a réuni 6-7 patrons qui ont mis 1 500 €. Bon, on était contents au début. On a eu un peu plus de chance que ça, c'est qu'on a eu 20 000 € de la réserve parlementaire du député du Morbihan. Et puis après, on a pu, comme ça, avoir une aide de la région Bretagne de 10 000 €. Donc en fait, on a créé un budget de 45 000 € qui a permis d'équiper le Fab Lab. Maintenant, le problème qu'on a, c'est comment on dure dans le temps. Puisque souvent, j'ai envie de dire que les aides qui ont été attribuées, c'était de la subvention one-shot.
Donc maintenant, c'est la question qu'on se pose, c'est comment on peut trouver un modèle pérenne. Là, c'est une vraie question, parce qu'on va un petit peu dire à un moment donné, bon, bah, c'est une salle de jeu, voilà, l'équipement, il va rapidement être obsolète. Il y a des coûts de location, il y a des coûts comment dire, d'animation éventuellement. Donc c'est un vrai sujet, je n'ai pas la réponse. Maintenant, moi je crois que ça se fera autour des entreprises. Mais pour que ça se fasse autour des entreprises, il faut qu'elles en retirent aussi un bénéfice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être honnête, on connaît un patron, on lui dit, ben tiens, tu veux pas me donner un coup de main? Sympathiquement, il peut te mettre 1500 € la première année. Puis bon, la deuxième année, il doit revenir, il dit, putain, c'est encore toi avec ton truc. Donc je pense qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Quel modèle on veut au Fab Lab? Alors on a imaginé, puis on s'aperçoit, alors ça pose d'autres sujets sur le Fab Lab, c'est l'utilisation de la matière première. Quand on fait un prototypage pour un porteur de projet, ben, on l'accompagne dans son projet, il utilise de la matière première et très rapidement, on peut se retrouver à faire une commande de 1500 €, 2000 € de matière première. Et donc du coup, ben, l'idée même d'accompagner la création, d'accompagner les porteurs, d'accompagner effectivement la créativité a un coût derrière qui se répercute sur la vie du Fab Lab. Et les makerspace pourraient dire, bah, t'es gentil, on n'a plus de matière pour nous, et puis vous en avez donné à quelqu'un qui n'était pas forcément maker et qui est venu utiliser le Fab Lab. Donc c'est vrai que c'est un sujet. Maintenant, si on arrive à passer d'un modèle citoyen avec quelque part une implication des entreprises et un modèle qui va effectivement permettre d'animer un club quelque part de professionnels et de sortir une offre, on va aussi avoir comment dire, un modèle différent. Et ce modèle, pour moi, il peut trouver des financements. Parce que quelque part, ça ressemble, entre guillemets, à une forme de cluster, de communauté, qui du coup va avoir pour objectif d'industrialiser l'impression 3D en Bretagne. Alors, c'est pas simple. C'est un sujet... ce qui est intéressant sur l'impression 3D, c'est on a démarré par intuition, on a expérimenté, puis on expérimente encore, et on expérimentera encore pendant un petit moment. Mais moi, je suis convaincu que ce modèle de caractérisation de l'offre, de normalisation qui est à travailler avec des professionnels, permettrait sans doute d'identifier des vrais professionnels sur le marché de la 3D, et permettra à la fois de servir des clients, et à la fois que des clients expriment des besoins, et que du coup l'offre grandisse. Et si on arrive à animer ce modèle-là, eh ben on va passer à un modèle pro qui va développer du chiffre d'affaires et qui doit trouver des points d'équilibre. Et peut-être que demain, on peut faire cotiser les entreprises clientes, les entreprises prestataires de services. Mais c'est vrai qu'on est, on est entre deux. On est entre notre modèle citoyen qui ne trouve pas de financement dans la durée, qui a juste trouvé des opportunités, et puis un modèle qu'on voudrait plus pro. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, sur les 4 composantes que décrivait Renaud, les 4 univers, nous, notre univers de Technopole, c'est d'accompagner des projets d'entreprise à la création innovante ou des entreprises existantes à l'innovation. Donc en fait, on revient à ce qu'est notre métier. Et peut-être que là-dessus, il peut y avoir un lien entre notre métier d'accompagnateur qui est financé et le fait d'accompagner une sorte de cluster de 3D pour développer des applications industrielles. C'est le pari qu'on fait. Et indirectement, comme en fait on est né du Fab Lab, on pourra sans doute réinjecter un peu de financement sur cette partie Fab Lab. Donc on y travaille d'arrache-pied, parce qu'effectivement on n'a pas financé notre AD 2015, et c'est un peu sur ce modèle qu'on avance. Alors on avance avec l'UMM, on avance avec la plasturgie, enfin on discute beaucoup. On est conscient qu'on a eu des financements one-shot et qu'il faut perdurer. Mais c'est tout un sujet. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Donc c'est un vrai défi, c'est notre choix d'essayer de tenter de faire ce pari-là et de continuer à faire des passerelles entre les deux, si possible, en essayant de... C'est des philosophies qui parfois s'opposent dans la philosophie, dans la vision de la vie même parfois, et donc de pouvoir les faire cohabiter, de pouvoir dire qu'on fera des efforts pour servir tout le monde, pour essayer que tout le monde se retrouve et que ça continue à animer le lieu, et que les entreprises puissent regarder ces univers-là avec moins de méfiance. Et ça me faisait penser, quand votre question de tout à l'heure, à l'open innovation et le rapport de l'entreprise à l'open innovation. Pour l'instant, on n'a pas de grand exemple d'entreprises qui se seraient investies et qui auraient... chez nous, je veux dire, chez nous. On a l'entreprise Azerty dont on parlait, là, qui fait de la lutte contre l'obsolescence programmée.
Eux, ils se sont impliqués, mais pour l'instant, leur fonctionnement fait qu'ils n'ont pas trouvé encore le temps de vraiment être présents. Pourtant, c'est leur souhait. Donc il y a d'autres entreprises de développement qui sont très intéressées, mais pareil, pour l'instant, c'est plutôt une question de timing et d'agenda qui fait qu'on ne les a pas encore vus s'impliquer. Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. Et elle se pose aussi de la part des porteurs de projets qui, quand on leur propose d'utiliser le Fab Lab, ce n'est pas une obligation évidemment, doivent se confronter à cette notion d'open innovation et de devoir mettre sur la table un petit peu leur trip de ce qu'ils avaient en tête, quoi. Voilà. Alors sur Vannes, on a une partie de l'Université Bretagne Sud, hein, puisqu'elle est divisée sur Lorient et sur Vannes. Donc il y a toute cette partie-là qui nous accompagne. Il y a l'ICAM, l'école d'ingénieurs, l'IFAT, qui est une école de design et d'aménagement d'intérieur, qui est très intéressée. On a aussi la chance d'avoir sur le territoire de Vannes Agglo le lycée Berthelot à Questembert, qui est un lycée connu pour former des prototypeurs. Donc c'est vraiment l'une de nos chances parce qu'il y a 2 lycées en France qui le font. Et c'est un lycée qui forme des prototypeurs pour les plus grands groupes. Et ils ont une expertise dans ce domaine-là. Et on est à leur écoute parce qu'on apprend énormément de choses sur la notion de prototypage. Et avec eux, on continue à travailler, même si eux n'ont pas forcément besoin du Fab Lab comme nous, on a besoin d'eux. Mais il y a un lien très fort qui est en train de se faire avec les étudiants et aussi avec les formateurs qui font du prototypage. Voilà, j'en oublie peut-être. Après, on a des liens moins forts, mais qui commencent à se faire avec les lycées qui font des BTS un peu techniques, qui ont eux, souvent se sont équipés en imprimante 3D déjà, et qui ont un regard aussi sur ce qu'on fait et qui aimeraient travailler. Après, il est probable que dans les années à venir, il va y avoir d'autres lieux qui vont ressembler au Fab Lab, qui vont se créer sur Vannes. Hein. L'ICAM va sans doute avoir son Fab Lab en 2015, c'est probable. C'est pas gênant, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Et je pense qu'on va avoir l'intérêt, c'est d'arriver à ce que tout le monde continue à discuter et que ça crée vraiment un microcosme intéressant pour l'émergence d'idées et de projets. Oui, parce que l'ICAM en 5e année, je sais que comme ils ont de l'alternance à Vannes, et puis ils ont même des personnes en formation continue qui finissent leur diplôme d'ingénieur là-bas, et ils ont besoin de trouver des stages, et des fois ça peut être pas mal d'alterner pour la conception et la réalisation du projet ICAM avec vous pour avoir le matériel d'imprimante 3D, découpeuse laser, des choses comme ça. Alors c'est ce qui s'est produit là sur l'année, puisque l'année de 2013-2014 était une vraie année pleine d'un point de vue du rapport aux organismes de formation. Et donc à l'ICAM, il y a plusieurs groupes d'étudiants qui sont venus, qui ont été intégrés dans des groupes de travail de Makerspace 56 pour travailler sur leur prototype ou sur leur projet. Il y a eu également des gens de l'IUT, parce qu'il y a un IUT informatique, donc qui sont venus, qui se sont ouverts à l'open hardware, puisqu'il y a une partie de leur formation qui est sur l'Arduino. Donc voilà. Donc c'est des liens. Là, le défaut de ce lien-là, c'est que chaque année, on doit recommencer le cycle. Et là, on n'est finalement que sur le 2e cycle réel, complet sur les organismes de formation. Donc on a un recul assez moyen encore sur ce qui va être fait, mais en tout cas, pour l'instant, c'est assez enthousiasmant.